Nous sommes le jeudi 5 octobre 2023, ici Danick Julien et votre bulletin d'information régionale Info, CJSR. Cette semaine, on parle avec Olivier Lauzon du camp Portneuf du lac Sept-Îles de plusieurs changements pour le camp. Luc Thibault, directeur général du Métal Perrault de Donnacona, nous parlera de la saison 2023-2024 du hockey dans la Ligue. On fait également un retour sur quelques événements ayant eu lieu lors des Journées de la Culture 2023. Et finalement, comme nous sommes dans la période de la chasse, nous allons parler avec notre collaborateur Samuel Gendron. Bonne émission! Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Le camp Portneuf, situé au lac Sept-Îles, a dorénavant un chalet 100% fonctionnel adapté pour les personnes à mobilité réduite. En fait, ce chalet s'inscrit dans le projet du camp d'accessibilité universelle. Toute personne peut donc profiter de plusieurs types d'aménagements. On parle entre autres d'un mur d'escalade, d'une piste d'hébertisme, mais également de ce nouveau chalet. Ce lundi 2 octobre, le camp soulignait l'aide financière de 400 000 $ qui provient du Fonds de la région de la capitale nationale, le FRCN, qui a été remis par la MRC de Portneuf. Voici le directeur général du camp, Olivier Lauzon, lors de la conférence de presse. Merci beaucoup, Monsieur le député. Alors, on est très heureux aujourd'hui de souligner l'apport du FRCN dans l'accessibilité universelle dans Portneuf. Effectivement, là, au niveau du camp Portneuf, ça se traduit par plusieurs actions, entre autres la construction en partenariat avec la Fondation Maurice Tanguay d'un nouveau bâtiment accessible universellement qui permettra aux enfants, aux familles de Portneuf de venir participer à des activités au niveau du camp Portneuf. De plus, le camp Portneuf voulait pousser toujours un peu plus loin l'ambition en termes d'accessibilité universelle. Donc, grâce au FRCN, on a effectué la construction d'une paroi d'escalade artificielle permettant aussi aux gens à mobilité réduite de participer à ces activités-là, ainsi que la complétion de notre piste de divertissement, encore une fois, avec 10 modules qui seront accessibles là, universellement. Le nouveau chalet est bâti sur un étage seulement et possède 2 parties pouvant être louées individuellement ou ensemble. Voici Vincent Caron, député de Portneuf, qui se dit fier de voir des projets comme celui-ci voir le jour dans Portneuf. Très heureux que notre gouvernement, via le fonds FRCN, contribue à des projets tels que celui-ci. C'est un peu plus de 8 millions de $ qui sont accordés à la MRC de Portneuf de 2020 à 2024. Que pour des beaux projets. Parfois, il s'agit de projets qui sont en lien avec des entreprises, mais ici avec une organisation qui est dédiée aux enfants. Je sais que très prochainement, il y aura encore une autre belle annonce qui sera faite. Alors merci bien entendu aussi à l'équipe des maires et mairesses qui siègent sur ce comité, mais à l'équipe de la MRC qui est toujours aussi efficace et travaillante. Pour en apprendre plus sur les nouveautés du camp Portneuf, j'ai discuté avec le directeur général Olivier Lauzon après la conférence de presse de lundi. On écoute cette entrevue.
Ici Danick Julien, journaliste. Je suis présentement avec le directeur général du Camp Portneuf, M. Olivier Lauzon. M. Lauzon, bonjour. Bonjour. On est dans une belle journée d'automne aujourd'hui, une belle annonce en ce 2 octobre concernant le Camp Portneuf, le chalet pour justement les gens de mobilité réduite, donc adapté à toute la population. Il y a à l'arrière de nous également la nouvelle tour d'escalade du Camp Portneuf. Il y a plusieurs belles annonces là, qui sont arrivées là, pour le camp. Effectivement, c'est un travail d'équipe, hein, entre autres là, le FRCN, mais aussi beaucoup de gens se sont mobilisés pour faire avancer la cause là, du Camp Portneuf, entre autres développer des infrastructures qui sont maintenant rendues accessibles universellement, puis permettre à plus de participants de notre population de venir visiter le camp aussi. Et justement, vous avez parlé du FRCN, mais il y a beaucoup d'organismes, d'entités qui vous ont aidé. On peut penser là, à l'organisme de M. Tanguay, il y en a plusieurs. Parlez-nous un peu là, de toutes ces sources de financement-là qui permettent au camp là, de progresser dans le temps. Je ne vais pas me lancer dans l'énumération pour ne pas en oublier, mais on a conclu le 10 juin dernier une campagne de financement majeur qui nous a permis, entre autres, de mettre à jour nos infrastructures, d'investir dans nos infrastructures, mais aussi se doter d'un fonds d'un peu plus de 1 million de dollars pour permettre aux gens vulnérables, aux gens qui seraient dans le besoin de participer à nos activités. On a annoncé là, un résultat de 4,2 millions. On a dépassé nos objectifs. On est enchantés de ça. Encore une fois, c'est la mobilisation de gens, de notre président de campagne de financement, mais aussi du comité entièrement, qui nous amène à des résultats qui sont là, qui étaient impensables pour nous il y a quelques années. Là, on a parlé vraiment de ce qui a emmené ces beaux ajouts-là. Maintenant, le vrai cadeau, c'est de voir les enfants s'amuser avec ça. Votre offre de service est toujours grandissante. On parle de pistes d'hébertisme, on parle du mur d'escalade. Justement, pour les jeunes, c'est une expérience bonifiée là, pour le Camp Portneuf. L'objectif du camp, c'est toujours de faire vivre des expériences qui sont inoubliables à nos participants, à nos enfants. On a toujours l'envie, l'objectif de faire ce qu'on fait avec une intention, une intention pédagogique, une intention éducative aussi. On est un camp de jour, bien sûr, on accueille des enfants. On a toujours en tête de pouvoir développer certaines aptitudes chez les enfants. On a, grâce à l'IRCCN cet été, mis en place une bibliothèque qui permet aux enfants de continuer à lire pendant l'été aussi. Donc, oui, notre offre est grandissante avec des activités, mais on a aussi l'intention de faire partie un peu du programme éducatif des enfants, puis ça, bien, pendant l'été. Et parlons-en de l'été, votre saison 2023, là, on est au début du mois d'octobre, donc on peut quand même parler rétrospectivement de l'été. Ça s'est bien passé pour le camp? Absolument. On a vécu, je dirais, notre meilleure saison depuis 2015. On a battu les records en termes d'achalandage, tant au niveau là, des enfants au camp jour, tant au niveau de la base de plein air. On a dépassé le cap de 200 enfants par semaine au niveau du camp de jour, ce qui est exceptionnel pour nous. Avec, dernièrement, on regardait là, justement nos sondages de satisfaction, 4,8 étoiles sur 5. Donc, ça nous donne des ailes pour continuer à bien faire ce qu'on aime faire, puis de continuer à accueillir là, les enfants de notre région. Ce matin, dans la conférence de presse, vous disiez que le camp est actif à l'année. Parlez-nous un peu, là, pour ceux et celles qui nous écoutent, quelles sont les activités qui sont offertes par le camp quand on n'est pas dans la saison estivale? Entre autres, pendant l'été et pendant l'hiver, la base de plein air elle est accessible à l'ensemble de la population. Donc, c'est possible de venir visiter là, pendant la période d'hiver nos installations, découvrir des nouvelles activités. Mais aussi de faire de la location de chalet, de la location de prêt à camper. Puis on continue toujours avec nos programmes d'intervention. Entre autres, tout ce qui touche, là, on offre des répits à des enfants de notre région. On a des programmes d'intervention qui permettent, entre autres, à des enfants d'être accompagnés dans la transition du primaire vers le secondaire. Donc, on continue à être ouvert à la population en premier lieu, mais aussi à gérer des programmes d'intervention. Monsieur Lauzon, je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci, bonne journée. À vous aussi. Le match d'ouverture de la saison du Metal Perrault de Donnacona à Donnacona va avoir lieu ce vendredi au complexe sportif Promotuel Assurance. On rappelle qu'en avril dernier, dans la Ligue de hockey senior 3A du Québec, le Metal Perrault s'était rendu en finale dans la Ligue. L'équipe a d'ailleurs été active dans les dernières semaines avec les matchs hors concours, ainsi que plus récemment, la semaine dernière, à La Tuque contre les Loups de La Tuque. Pour parler de la saison 2023-2024, j'ai le privilège d'avoir avec moi ce soir le directeur général du Metal Perrault, M. Luc Thibault. M. Thibault, bonsoir. Bonsoir.
Merci d'être des nôtres pour parler de la saison du Métal Perrault. Premièrement, première question pour vous. Est-ce qu'on se sent d'attaque pour cette saison 2023-2024? Assurément. On a hâte quand... Là, on est chanceux, le beau temps persiste, mais d'habitude, quand les températures froides arrivent, on a hâte d'être à l'Arena, puis on a hâte de repartir une nouvelle saison, puis de reprendre où ce qu'on a laissé l'année passée, puis de se rendre au but ultime de gagner un championnat pour la ville, pour le comté, pour les gens de la région de Québec. Évidemment, parce qu'on le sait là, que déjà la saison dernière, vos partisans étaient vraiment derrière vous pour cette finale-là. Et là, on espère justement là, pouvoir voir un résultat bonifié cette année. Monsieur Thibault, vous avez déjà commencé des activités pour le Métal Perrault. Vous étiez la semaine dernière à La Tuque pour le premier match de saison régulière. Comment ça s'est passé ce match-là? C'est un premier match. Ouais. On avait joué 2 matchs hors concours la fin de semaine précédente. On a eu quelques pratiques aussi. On a eu de la misère à partir le match. On a eu quelques punitions. Méritées ou non, on en rediscutera. Mais un coup que le rythme s'est établi, on a quand même pris les devants, puis on n'a pas regardé en arrière. On a remporté le match 7-2. Puis après 2h30 d'autobus, c'est quelque chose qui fait du bien parce que les matchs à la TUC ne sont pas toujours évidents à aller chercher. Fait qu'on est bien heureux du premier résultat pour le premier match de la saison. 7-2, évidemment, j'imagine que ça a fait du bien au moral des troupes là, pour embarquer dans cette saison-là. Là, demain soir, vous êtes en action. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de spécial là, pour les partisans, comme c'est un match d'ouverture pour le Métal Perrault? Ouais, bien, comme à chaque année, c'est la présentation des joueurs. Il y a plusieurs nouveaux joueurs qui vont faire leur entrée. Il y a plusieurs vétérans qui sont de retour aussi. Ça fait que ça donne la chance aux partisans de voir vraiment la mouture 2023-2024 pour la première fois. Je sais qu'entre les saisons, une équipe de hockey, ça peut changer un peu. On peut avoir des nouveaux joueurs, d'autres qui quittent. Ça ressemble à quoi les changements au niveau de vos joueurs là, pour l'entre-saison de cette année? Bien, ça a commencé avec le repêchage de dissolution. Il y a une équipe qui a quitté la Ligue. On a ramassé quelques joueurs. Il y en a 2 qui vont faire partie de notre alignement à partir de demain. Michael Joey Lévesque, qui est un joueur reconnu pour tout pouvoir faire sur la patinoire. C'est un gars physique. C'est un gars qui est capable d'apporter une bonne contribution offensive aussi. Puis Adam Godreau, qui est un excellent défenseur, qui vient nous ajouter vraiment solidifier notre top 3, top 4 défenseurs. Ça fait que c'est vraiment intéressant d'ajouter ces gars-là. Au travers de tout ça, bien, il y a eu le repêchage universel aussi, où on a des joueurs qui vont arriver avec nous, oui. Dont un joueur qui jouait dans la Ligue nord-américaine l'an passé, qui est un résident du comté de Portneuf, qui s'appelle Frédéric Bergeron, qui va avoir un impact assuré au niveau offensif. Samuel Plourde, qui est un jeune qui sort du junior, qui a de la fougue, de la jeunesse, puis qui a été super beau à voir tout au long du camp d'entraînement, puis même à la TUC la semaine dernière. Fait que c'est le fun d'avoir des gars de 21-22 ans qui arrivent. On a signé des agents libres au cours de l'été. Fait que ça va être un mix de tout ça qui va apparaître demain. Je sais qu'il y a une nouvelle équipe dans la Ligue, là, le Poulain développement de Saint-Romuald. Est-ce qu'il y a eu un repêchage d'expansion à ce moment-là? Ou... Oui, il y a eu un repêchage d'expansion au mois de juin, si je ne me trompe pas. Puis dans le repêchage d'expansion, bien, on a perdu 2 joueurs qui nous avaient indiqué qu'ils ne joueraient plus chez nous. Puis un autre qui s'était jamais rapporté à l'équipe qu'on avait sélectionné au début de la pandémie, puis qui a arrêté de jouer au hockey compétition après, à partir de la pandémie. Fait que... Et parlons justement du calendrier pour les matchs à Donnacona. Je sais que nous l'avons ici à la régie, donc on peut peut-être le montrer là, aux gens qui nous écoutent. Vous avez quand même plusieurs matchs qui arrivent. Parlez-nous un peu de ce calendrier-là et peut-être directement du premier affrontement contre le Poulain Développement ce vendredi. Bien, c'est ça, notre calendrier, c'est 22 matchs, donc il y a 11 matchs à domicile. C'est 10 vendredi soir à 20h30, puis un dimanche après-midi au mois de février.
un match à 14h30. Demain, le Poulain Développement, c'est une nouvelle équipe. C'est sûr que géographiquement, ça devient une rivalité parce que c'est le club le plus près de chez nous. Eux, c'est sûr qu'ils ont passé par un repêchage d'expansion. C'est une nouvelle équipe. Eux autres ont tout à bâtir une chimie d'équipe et tout. Mais ça va être de bon augure pour la saison. On a 3 affrontements contre eux, puis on veut faire sentir qu'on est à la maison dès le premier match. Et parlons de votre duo d'entraîneurs. On a parlé des joueurs, mais pour les entraîneurs, c'est messieurs André Ali et Frédéric Dupuis. Donc ça, c'est pas de changement vis-à-vis de l'an passé? Non. En fait, de l'équipe de l'an passé, il y a seulement 2 joueurs un joueur qui a dû quitter en raison de son travail, 2 joueurs qui avaient déjà annoncé leur retraite. Puis on a fait une transaction la semaine passée, ça fait qu'il y en a un autre qui est parti. Ça se résume pas mal à ça. Ça fait qu'on a gardé pas mal nos recettes gagnantes, notre duo de gardiens de retour. Puis pour nous, c'est important que le duo d'entraîneurs soit là aussi. On s'était donné des objectifs au départ quand l'équipe, quand le nouveau conseil d'administration est tombé à la tête de l'équipe. Un projet sur 3 ans pour remporter un championnat. Ça fait 2 ans qu'on a fait, puis les entraîneurs sont là, ça fait 2 ans. C'est qu'on voulait la même continuité, assurer que les gars embarquaient dans la formule puis tout. Puis je pense que la progression de notre équipe au cours des 2 dernières années l'a montré. Fait que cette année, c'est l'année qu'on vise le tout pour le tout. Puis je pense qu'on a fait des gestes en conséquence. Puis je pense que les gars ont repris un peu au dernier match où ce qu'ils avaient laissé l'an dernier. Ce que je pense que c'est de bon augure pour la suite. Parlons de vos partisans. Sont-ils encore... pensez-vous qu'ils vont être encore bien présents cette année? En tout cas, si je me fie au premier match hors concours, où on a quand même eu une foule assez impressionnante, au-dessus de 500 personnes pour un match hors concours, quand il fait beau dehors. Je pense que déjà, ils montraient... Puis la vente de billets de saison a bien été aussi. Ça fait que je pense que ça va être plaisant demain de renouer avec tout le monde dans un vrai match de saison qui compte. Et pour ceux qui nous écoutent, pour l'admission, vous avez parlé de passe de saison. Il y a possibilité également, j'imagine, d'avoir des passes à la porte. Oui, c'est 13 $ à l'entrée. Puis au niveau du billet de saison, c'est 165 $ pour la saison. Puis ça vous donne le droit à une casquette d'équipe. Puis ça garantit votre place aussi dans l'aréna pour les séries éliminatoires. Ce qui était le problème l'an passé, où des gens devaient se présenter 2 heures avant le match pour avoir la place qu'ils voulaient, là, au moins, en achetant le billet de saison, tu es garanti d'avoir ton siège lors des séries. Donc, c'est un petit changement qui a été effectué, là? Non, ça a toujours été, mais c'est juste que jamais il y avait eu des foules comme aussi impressionnantes que l'an dernier. Ça fait qu'il y a plusieurs gens, je pense, qui ont embarqué avec les billets de saison, justement, pour avoir leur place et pas être obligés de se présenter 2 heures avant le match dans les séries éliminatoires. Monsieur Thibault, on est à la fin de notre entrevue. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire à nos téléspectateurs là, en terminant? Merci de nous avoir suivis l'an passé. Puis on travaille pour faire du hockey parce qu'on aime ça, mais on travaille à faire du hockey pour les spectateurs. Puis je pense que tous les gestes qu'on a posés dans l'entre-saison vont faire que les gens vont encore plus aimer l'équipe qu'on va présenter sur la patinoire. Puis je demande de venir faire un tour. Puis ceux qui ne sont jamais venus, prenez un vendredi, venez voir, je suis certain que vous allez revenir. Luc Thibault, directeur général du Métal Perrault de Donnacona, merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce soir. Merci beaucoup de l'invitation. Au retour de la pause, on vous parle d'une autre nouvelle concernant Donnacona. Restez des nôtres. Bonjour, ici Michel Beausoleil. Il me fait plaisir d'animer cet automne l'émission Revenir de loin, une entrevue de 30 minutes avec des gens qui se sont surpassés à travers différentes épreuves qui semblaient insurmontables. Nous sommes toujours à la recherche de personnes qui souhaiteraient témoigner de leur histoire. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un aussi que vous connaissez. N'hésitez pas, appelez-nous 88 337 49 25. À bientôt.
À Donnacona, un changement a été effectué au sein du personnel administratif. En effet, la trésorière et directrice des services administratifs, Mme Julie Alain, quitte pour la retraite. Mme Alain cumule 24 ans d'emploi au sein de la ville de Donnacona. La ville a pris un moment pour souligner le départ de Mme Alain dans un événement en formule 5 à 7 dernièrement. Mme Karine No devient donc la nouvelle trésorière de Donnacona. La semaine prochaine, le vendredi 13 octobre, l'humoriste Maude Landry va présenter son tout premier spectacle, L'Involution, au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond. Il s'agit de son premier one-woman show en carrière. Le spectacle débute à 20h et se déroulera sans entracte. Poursuivons dans l'art. À Cap-Santé, l'artiste Catherine Blackburn lancera son autobiographie artistique nommée Émotif, ainsi qu'une exposition du même nom à la salle Albert Fortier de Cap-Santé, et ce du 17 au 22 octobre prochain. L'autobiographie inclut des œuvres de l'artiste, des poèmes, l'histoire les ayant inspirés, mais aussi des textes et photos. 3 parties figurent dans l'ouvrage. Il y a le deuil, la maladie et la reconstruction. Selon le communiqué de presse diffusé aux médias, des parties reflètent des expériences vécues par l'artiste qui a été touché par la perte de son conjoint et par la maladie qui a grandement affecté sa famille. Mme Blackburn pratique l'art-thérapie qui l'aide à traverser les épreuves de la vie. Le grand lancement du livre Émotif et de l'exposition sera le 17 octobre 2023 à la salle Albert Fortier de Cap-Santé de 17h à 21h. L'artiste et sa famille vont vous accueillir pour célébrer ce moment important où la lumière va jaillir enfin des épreuves. La harpiste de renom Joanne McInnes va transporter les spectateurs dans une ambiance celtique et de jazz. L'exposition va donc se poursuivre les 18 et 19 octobre pour justement le lancement de ce livre. C'est dimanche le 22 que le tout se termine. Faisons maintenant un retour sur quelques événements ayant eu lieu lors des journées de la culture de la dernière fin de semaine. À l'image de ce qui a été fait l'an passé à Cap-Santé, aux abords du manoir Alsop, lors des Journées de la culture, le site a à nouveau été animé par des interprètes qui ont enseigné aux citoyens la riche histoire que le site a vécue. Donc, on parle de l'arrivée des Français en Amérique il y a de cela quelques centenaires. C'est la Société d'histoire du Cap-Santé qui s'est occupée du parcours d'interprétation. Encore une fois cette année, il a été possible pour les participants de découvrir le site de l'ancien fort Jacques-Cartier, qui a été un lieu très important dans la guerre de la Conquête. Ce lieu regorge de preuves du passage des Français avec, entre autres, les embrasures qui laissaient la place aux canons, toujours observables aujourd'hui. Pour vous donner une idée plus claire de ce qui s'est passé, voici un extrait de Dave Bélanger, interprète. Une guerre éclate en 1756, ce qu'on va appeler la guerre de 7 ans. Ici, on l'appelle la guerre de la conquête, mais son nom mondial, c'est la guerre de 7 ans, parce qu'elle a duré 7 ans. Et elle a commencé ici, en Amérique du Nord, puis elle s'est propagée par la suite en Europe. Habituellement, c'était le contraire. Ça a commencé en Europe, ça s'en est ici. Là, ça a été le contraire. Et cette guerre-là, donc, en Nouvelle-France, on remporte plusieurs grandes victoires. Lors de cette journée, le fort Alsop lui-même a été animé par de nombreuses personnes qui ont enseigné la fin du régime français, les habitudes de beauté des gens de l'époque et les habitudes des miliciens. C'est Jean Mérette et Evelyne Bouchard de la Société In Memoriam, entre autres, qui ont assuré la section de l'activité. Maintenant, lors de l'édition du 18 septembre, nous avons parlé de l'événement Cabouche tenu par M. Sylvain Rodrigue en collaboration avec l'école de musique Denis Arcan. Cet événement d'harmonica a bel et bien eu lieu le 30 septembre dernier, alors qu'il était divisé en 2 parties. Premièrement, en après-midi, il y avait un atelier qui a rassemblé une dizaine de mordus de l'harmonica pour découvrir le potentiel inusité de cet instrument. Dans le blues notamment, Tony Vézina était sur place. Voici un extrait de l'atelier. 1 et 2, et 1, 2, 3, 4. Sol. Merci Nathalie. Embarquez les autres. Do. Sol.
La deuxième partie de l'événement consistait d'un spectacle assuré par Sylvain Rodrigue. Ses participants, Louise Sanche à la harpe et Nicolas Saligna à la guitare. Voici un extrait du spectacle. L'événement d'harmonica pourrait revenir l'an prochain. Il faut dire que Sylvain Rodrigue, qui enseigne cet instrument depuis nombreuses années, souhaite voir l'événement devenir un véritable festival. Le cinéaste de Saint-Casimir, Léo Denis Carpentier, a lancé son court-métrage « On mérite mieux que ça » devant le public ce dimanche 1er octobre. Le film, qui est une fiction d'une quinzaine de minutes et a été tourné avec des bénévoles, fait état de situations compliquées que peuvent vivre les aînés. Le lancement a été fait à Saint-Casimir devant plusieurs citoyens ainsi que les personnes qui ont travaillé sur le film. On écoute désormais un petit extrait capté par notre caméraman Philippe Papillon. Après 4 ans d'incubation, de création et d'efforts, le bébé vient au monde et c'est la première fois que ce film sera présenté publiquement. Là, j'ai pris le dictionnaire et trouvé des grands mots. Alors, permettez-moi d'en avoir des palpitations, c'est ça que je ressens depuis tantôt, là. J'ai choisi ce dimanche parce que l'Organisation des Nations Unies a décrété ce 1er octobre 2023 Journée internationale des aînés et au Québec, ce 1er octobre fait partie des Journées de la culture. Donc, proposer au public un film de fiction qui traite de l'abus des aînés me paraissait pertinent. On mérite mieux que ça, court-métrage de fiction de 15 minutes qui m'a pris, comme je l'ai dit tantôt, 48 mois à réaliser. Ce mois d'octobre, une nouvelle exposition est tenue au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond. Il s'agit de l'exposition Au bout du fil de Mme Jacqueline Bouchard. L'exposition est ouverte gratuitement au public du lundi au jeudi de 9h à 16h et le vendredi de 9h à 13h. Afin de connaître cet artiste et ses œuvres, je me suis entretenu avec elle un peu plus tôt aujourd'hui. On écoute cette entrevue. Ici Danick Julien, journaliste. J'ai avec moi aujourd'hui Jacqueline Bouchard au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond qui nous présente son exposition Au bout du fil que vous pouvez voir derrière nous. Madame Bouchard, bonjour. Enchantée. Enchantée. Merci de nous accueillir, CJSR, pour parler de votre exposition Au bout du fil. Cette exposition-là, qu'est-ce que c'est exactement? Les dessins, en fait, l'idée de l'exposition a germé il y a quelques années alors que je m'étais déplacée dans un centre pour aînés. C'était dans le cadre d'un projet initié par une danseuse, ça s'appelle Papillon Blanc, puis elle faisait de la médiation avec la danse, avec les personnes plus vieilles, semi-autonomes, certaines pas trop autonomes. Et elle nous avait demandé à moi, à une poète et à une musicienne de venir l'accompagner, puis de nous inspirer de ce qu'elle faisait. Et c'est à cette occasion-là que j'ai fait les dessins qu'on peut voir ici. Et après, ces dessins-là me revenaient tout le temps dans mes affaires. Et je me disais, mon Dieu, c'était comme une conversation qui n'était pas terminée. J'ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire avec ces dessins-là? Et j'ai eu envie de renouer le fil, au bout du fil, et ça m'a inspirée à cause des expériences, évidemment, que tout un chacun peut avoir vécu de ce perte de communication, soit avec une personne proche, soit par la maladie, soit par la mort, ou ça peut être des personnes jeunes, ça peut être des personnes plus vieilles. Et c'est là que ça m'est venu, au bout du fil, quand
ce qu'on pense, évidemment, quand on téléphone à quelqu'un puis il n'y a personne au bout du fil. Mais finalement, au bout du fil, ça peut être, comme je l'ai dit dans le texte d'introduction, au bout du fil, il y a toujours, la plupart du temps, quelque chose ou quelqu'un. Mais des fois, non, il n'y a rien. Et on voudrait retenir le fil, on voudrait le renouer, mais c'est pas toujours possible. Donc, votre exposition, on a une des thématiques, c'est la communication et donc les liens avec les autres. Tout à fait. Avez-vous d'autres thématiques qui transparaissent dans votre exposition? C'est la principale. Bien, les traces qu'on laisse aussi, comme ici dans le fil de l'histoire, le fil de l'histoire, les traces qu'on peut laisser. Je m'intéresse beaucoup aussi à l'environnement, ce qu'on ne peut pas voir nécessairement ici, à part de la manipulation des cerceaux qui sont faits avec des branches, des cerceaux de bois. Mais comme je vous dis, ces dessins-là faisaient partie un peu, ressortent un peu de mon parcours habituel où je m'intéresse beaucoup aux traces proprement dites, à l'environnement, notre rapport à la nature. Et avec nos semblables aussi, là, dans ce cas-là, ça rejoint. Mais l'environnement, voilà, nos origines. D'où venons-nous, puis aussi ce qu'on peut faire actuellement avec l'environnement. Parlez-nous de votre processus créatif. Vous avez parlé des cerceaux. Est-ce que les cerceaux, c'est vous qui les avez faits également? Oui. C'est que, justement, dans cette idée de communication, bon, j'avais les dessins sur papier et l'idée de les encadrer, ça ne fonctionnait pas du tout, là, parce qu'on parle de communication, puis mettre les dessins dans les petits cadres, chacun dans leur... enfermés dans un cadre, ça n'y allait pas du tout. Et je dis comment je pourrais les présenter et de là m'est venue l'idée du cerceau de broderie, par exemple, l'idée de broder des fils et parce que les dessins sont littéralement cousus sur les cerceaux, la broderie. Et pour moi, le cycle aussi, le cercle qui fait le cycle de recommencement, voilà. C'est un peu ça. Madame Bouchard, en êtes-vous à votre première exposition? Parce que là, je vous entends parler et on voit que tout est dans la thématique, tout est lié là, dans votre exposition au bout du fil. Est-ce que c'est la première fois que vous faisiez quelque chose du genre? Une exposition, non. Ça fait quelques années que... Moi, j'ai commencé mon parcours comme... il y a plusieurs années, dont je ne préciserai pas quand. Comme illustratrice et graphiste. Et après, j'ai poursuivi. Je suis allée, ça a été un point tournant en anthropologie. Et mon parcours, ma formation en anthropologie, je me suis rendu compte que toujours j'avais travaillé, j'avais déjà publié un livre, mais j'ai dit, oh mon Dieu, c'est un peu ethnographique. Parce que dans ce livre-là, qui était un conte vécu en Amérique centrale, un conte vécu avec mon fils, l'histoire de la fête de mon fils. Et je parle du contexte culturel, de l'environnement, je montrais comment faire une piñata, etc. Et je me suis rendu compte que tout ce que je faisais était anthropologique, qui avait rapport avec l'être humain et le désir, justement, l'anthropologie culturelle, biologique aussi, mais s'intéresse à l'être humain et à sa culture, à ses origines. Et donc, mon parcours, finalement, j'ai enseigné, j'ai fait des expositions, des œuvres plastiques, des livres. J'ai publié des livres, dont un va sortir dans le courant du mois d'octobre. Mais toujours teinté par l'anthropologie, ce rapport à l'être humain et à l'environnement. Et comment, en fait, c'est arrivé le projet de venir faire l'exposition ici, au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond? Parce que j'ai envoyé, justement, je tombais une fois de plus sur ces dessins et ça coïncidait avec l'appel d'offres pour exposer ici. Et j'ai dit, wow,
on parle au bout du fil. Moi, ça fait des années que je suis à Saint-Raymond, mais je ne suis pas originaire de Saint-Raymond. Et là, j'ai dit, je me considère comme, après toutes ces années, comme faisant partie de Saint-Raymond et je désirais m'inscrire davantage. Je suis vraiment dans le contexte de Saint-Raymond, dans la ville de Saint-Raymond, et je suis vraiment contente, vraiment heureuse d'être ici. Dans cette municipalité, bien, plus la forêt. C'est la forêt que j'ai choisie, ou mon atelier est dans la forêt, mais quand même, ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Donc, ce que vous avez fait, ce que vous faites, c'est fait dans la forêt ici de Saint-Raymond? Oui, okay. Mon atelier est dans la forêt. Je suis en train de travailler à des sculptures aussi anthropomorphiques, mi-homme, mi-pierre, moitié en pierre, moitié... Puis, non, mais la nature m'inspire, m'a toujours inspirée. J'ai toujours été appelée... Bien là, je ne suis pas d'une vocation appelée, je veux dire, je suis attirée par la nature. Je me sens bien dans la nature. Pour les gens qui nous écoutent et qui veulent venir voir votre exposition, il faut savoir que c'est donc disponible selon les heures d'ouverture du centre multifonctionnel. Je pense que c'est jusqu'au début du mois de novembre, si je me trompe. Oui, faut bien lire les heures. C'est ouvert la semaine. La fin de semaine, c'est fermé. Par contre, le dimanche 29 octobre, il va y avoir ici un magnifique concert et moi, je serai présente. Je pourrai être présente ici alors que la salle sera ouverte. Madame Bouchard, je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et félicitations pour votre exposition. Merci beaucoup. Merci, Merci à vous. La ville de Saint-Raymond invite la population à participer à la grande marche Pierre Lavoie le 14 octobre prochain. L'événement gratuit offre 2 parcours. L'un est de 3 km, le second de 5 km. Le départ est à la station de ski Saint-Raymond. Les parcours se déroulent en forêt et ainsi en sentier aussi. Ceux-ci ne sont pas accommodés pour les poussettes ainsi que les fauteuils roulants. L'événement vise la promotion des saines habitudes de vie. Le départ de la marche se fera à 10 h. Les participants sont conviés donc à partir de 9h45. Il est possible de s'inscrire en ligne gratuitement sur le site web de la ville de Saint-Raymond. Également, il est possible de gagner un manteau grand marcheur de marque Mammouth si vous vous inscrivez. La grande marche, c'est une activité gratuite et ouverte à tous. Simultanément, l'événement va se tenir dans plus de 100 villes un peu partout dans la province de Québec. La Chambre de commerce de l'Est de Portneuf et la ville de Saint-Basile, vont tenir un 5 à 7 le 17 octobre prochain pour inciter les gens d'affaires et travailleurs autonomes de Saint-Basile à devenir membres de la CCEP pour bénéficier de certains avantages. Dans le but d'encourager cette initiative, la ville de Saint-Basile offre une subvention qui représente 25 % de l'adhésion pour les entreprises de 25 employés et moins, et ce jusqu'au 1er novembre prochain. Pour assister au 5 à 7 en question, les entreprises et travailleurs autonomes intéressés peuvent se procurer des billets au coût de 15 $ en s'inscrivant via le site web de la CCEP au www.portneufest.com. Toujours soucieuse d'offrir des occasions de perfectionnement à ses membres, la CCEP propose des formations, des conférences et j'en passe. À Pont-Rouge, l'épicerie Super C a finalement ouvert ses portes au public la semaine dernière. Le magasin d'une superficie de 35 000 pieds carrés comble un manque à Pont-Rouge, alors que dans les dernières années, les citoyens espéraient avoir 2 épiceries. Le projet représente un investissement de 12 millions de dollars et crée près d'une centaine d'emplois dans la ville. La bannière Super C appartient à la famille Métro Richelieu et le magasin de Pont-Rouge est donc la 103e succursale de cette bannière. Selon ce qu'on peut lire dans le courrier de Portneuf, le fait que Pont-Rouge n'avait pas de discounteur sur son territoire a su convaincre les dirigeants de Super C à s'y établir. Lors de l'automne, plusieurs villes de Portneuf vont rendre hommage à leurs bénévoles qui s'occupent d'embellir et faciliter la vie des citoyens
dans leur milieu. Premièrement, à Saint-Uribe, il va y avoir la soirée Star d'un soir à la salle de Laurier-des-Bois. Les bénévoles seront honorés par l'administration de la ville. À Saint-Raymond, un événement semblable va avoir lieu, mais ce sera le 3 novembre 2023. Les organismes qui désirent honorer leurs bénévoles peuvent d'ailleurs le faire en communiquant avec Geneviève Fauché à la ville de Saint-Raymond. À Pont-Rouge, la Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge a une nouvelle directrice depuis le mois dernier. Il s'agit de Mme Émilie Vanasse, détentrice d'un baccalauréat en loisirs, culture et tourisme, ainsi que d'un DEC en intervention de loisirs. Mme Vanasse va s'occuper du Moulin Marcoux ainsi que du site patrimonial d'Héry. Pour elle, il s'agit d'un rêve de pouvoir travailler dans une salle de spectacle. Dans sa carrière, Mme Vanasse a toujours œuvré dans le monde culturel, que ce soit l'éducation ou l'événementiel. Selon Jean Théoret, le président du conseil d'administration de la corporation, Mme Vanasse est passionnée par les arts, la culture et le spectacle et se distingue par sa volonté d'innovation, son esprit de dépassement, mais aussi son leadership. Créative, dynamique et polyvalente, Mme Vanasse est également reconnue pour sa rigueur ainsi que son sens de l'organisation. Petite mise à jour concernant la circulation sur la route de Fossambeau du 8 au 12 octobre prochain. Le ministère des Transports procède toujours aux travaux sur le pont de la route qui surplombe la rivière Jacques-Cartier. Du 8 au 12 octobre prochain, la circulation se fera en alternance dimanche de 20h à 6h, ainsi que du lundi au jeudi entre 19h et 6h. Il faut prévoir de la congestion, donc le ministère recommande aux utilisateurs de bien prévoir plus de temps pour leur déplacement. On rappelle qu'il reste encore plusieurs semaines à ces travaux qui refont le tablier du pont ainsi que la conduite des eaux qui appartient aux services municipaux. Au retour de la pause, on vous propose un segment entier sur la chasse avec notre collaborateur Samuel Gendron. Restez des nôtres. Bienvenue dans votre SAQ, Estelle. Je peux vous aider? Oui, je cherche un Italien que j'ai bu l'autre jour avec une étiquette rose. Ça va être juste ici, dans vos déjà vus. Ah, ben oui. C'est pas la SAQ de Simon. Vivez l'expérience d'une SAQ personnalisée seulement avec Inspire. Vous avez le dos barré ou les oreilles qui sifflent et vous n'avez pas de médecin de famille? Utilisez le guichet d'accès à la première ligne en appelant au 811 option 3. Il existe d'autres options que l'urgence. Rendez-vous en ligne pour en savoir plus. Comme promis, nous avons un segment spécial pour vous ce soir. Vous n'êtes pas sans savoir que le temps de la chasse est arrivé. À CJSR, nous avons la chance d'avoir avec nous l'émission Chasse et pêche dans la peau qui est assurée par notre collaborateur Samuel Gendron. Pour parler de la chasse et des meilleures habitudes à adopter, voici une entrevue détaillée que j'ai réalisée plus tôt avec Samuel Gendron. Ici Danick Julien, j'ai avec moi aujourd'hui Samuel Gendron qui s'occupe de l'émission CJSR Chasse et pêche dans la peau. Samuel? Salut mon cher, ça va? Ça va bien toi? Yes, je suis content d'être là. Merci pour ton invitation. Bien, merci d'être des nôtres. On est au mois d'octobre et la saison de la chasse arrive. On sait dans Portneuf, c'est important pour plusieurs. OK, oui. Tu as préparé une liste de points, de choses à penser pour la chasse, pour se garantir justement un bon moment et que ça aille bien pour les chasseurs. Avant toute chose, j'ai une question pour toi, Samuel, parce qu'on est au mois d'octobre et là, on a des 26 degrés, on a du beau soleil, on croit qu'on est encore en été. Est-ce que c'est bien ça pour la chasse? C'est difficile. Mettons qu'on parle de l'orignal, on est tout près là, de la saison de rut. Ouais. C'est difficile parce que là, l'orignal va chercher la fraîcheur. Il va s'éloigner de la chaleur parce que ça le fatigue, c'est lourd. Il va rechercher la fraîcheur. La nuit, il y a plus de fraîcheur. Puis aussi, s'il y avait des habitudes là, déjà d'installer dans ses routines, il va les modifier pour chercher des points frais, pour aller chercher où est-ce qu'il y a de l'eau. Puis aussi, pour les chasseurs, on a chaud. On est très chaud. On peut suer, ultimement, je veux dire. Puis l'eau,
on va dégager plus d'odeur. Donc, ça fait plaisir à tout le monde, la famille, les amis, mais c'est un petit peu moins bon. Un bon chasseur, puis aussi le facteur chance va faire qu'on va pouvoir réussir quand même. De manière générale, je dirais qu'on préfère que ce soit frais. OK. Et là, tu nous as préparé une certaine, une liste de choses à faire bien attention. Et je veux te lancer sur la sécurité. Parce que avant toute chose, un chasseur averti, c'est un chasseur qui met toutes les chances de son bord pour la sécurité. Parle-nous de ça un petit peu. Oui, bien c'est sûr. Tu vois, gars, là, j'avais amené un dossard comme ça. Ouais. Le port du dossard, il faut savoir, dans certaines situations, on n'a pas de besoin. Dans d'autres, on l'a. C'est important de savoir aussi que tu peux le mettre en tout temps, il n'y a pas de problème. Donc, les réglementations, là, j'ai un bon ami que tu connais aussi, que tout le monde connaît. C'est simple de même, il s'appelle Google. Ouais. Si quelqu'un a un doute au niveau de la sécurité, c'est-à-dire, dois-je porter mon dossard, etc., Google, chasse 2023, octobre orignal, on va avoir la réponse. La réponse, c'est oui, ça le prend. Ça, c'est une facette de la sécurité. Mais oui. Il y a aussi les armes à feu, j'imagine, là, évidemment, peut-être qu'il y en a qui ont chassé l'année passée, ont rangé leur arme à feu, ils l'ont pas réutilisé jusqu'à la chasse de cette année. Ça, c'est risqué. C'est risqué pour plusieurs facteurs. C'est risqué parce qu'il y a peut-être un problème avec le mécanisme qu'on ne sait pas. Donc ça, c'est un risque de mauvaise surprise lors du tir. C'est risqué aussi parce que si le télescope est désajusté, on peut faire un tir qui va être non mortel, on va blesser la bête. Donc là, on blesse la bête, on va sûrement appeler un chien de sang. Donc, il y a beaucoup de problèmes qui s'en découlent aussi. Donc, ça, c'est un deuxième point. Puis aussi, en fait, c'est toujours bon de pratiquer, se remettre dedans. Ouais. Tu sais, oui, il y a des chasseurs qui sont à l'année d'un champ de tir, puis ils en mangent. Tu sais, moi, j'en mange de la chasse là, et de la pêche. Il y en a d'autres, même des plus passionnés que moi. Mais si, mettons, je vais dire, mon beau-père, lui, il va à la chasse une fois par année, il sort sa carabine 2 jours avant d'aller dans le bois, la précision du tir est moins bonne. Donc, c'est toujours bon de se repréparer avant une chasse, là, de faire des tests. Puis il y a des champs de tir pour ça, là. Et dans l'aspect sécurité, c'est sûr que chasser seul et chasser en équipe, on recommande quand même d'être en équipe. Oui, bien pour l'orignal, on doit nécessairement être en équipe pour démarrer ce qu'on appelle, pas l'exploration, mais le plan de chasse. Puis je le recommande même au chevreuil. Tu vois, moi, dans le coin de Pont-Rouge, lorsque je fais le chevreuil, dans mon secteur, je suis seul, mais ma blonde, elle sait où je suis. J'ai certains amis, lorsqu'on a du signal, que je peux leur dire, bien là, je suis là, d'après moi, je vais être là jusqu'à 8 heures. Toujours donner un peu de l'information à d'autres gens, lorsque c'est possible, avec un signal, pour pas être toute seule dans le bois. S'il arrive un incident, un malaise, une chute d'un arbre dans un tristan, c'est toujours bon d'aviser des gens autour de nous, de notre plan de chasse environ. Parce qu'on est en forêt, justement, puis il faut savoir un peu... s'il y a des situations d'urgence qui arrivent, c'est quoi la marche à suivre là, pour se sortir de là? Exactement. La plupart, bien, je veux dire la plupart. Donc, c'est du cas par cas. Il y a toujours le phénomène on est dans le bois, il n'y a pas de signal, il n'y a rien. Ouais. Bon, c'est sûr, je recommande un GPS, là, et puis il y a des téléphones spéciaux, mais là, on embarque un petit peu dans les frais. Mais dès qu'on peut le faire, on informe notre plan. C'est toujours bon, ça. Fait que si on n'a pas de nouvelles de quelqu'un pendant passer le plan plusieurs heures après, alors là, on sait au moins où se diriger, là. Et niveau réglementation, Samuel, bon, évidemment, les gens qui nous écoutent, qui les disent, bon, moi, c'est la saison de la chasse, parfait, je m'en vais, c'est parti, ils s'en vont chasser un peu n'importe où, ça marche pas, ça, là. Ça marche pas, puis, tu sais, je dirais, ça n'a jamais marché, puis là, on est en 2023, hein? Donc, on peut pas dire, je le savais pas, tu sais, ça se peut pas, on peut pas dire ça. Puis de la manière que c'est fait au Québec, le Québec est séparé par zone, comme ici, dans la région de Portneuf, c'est la 27 ouest. On a la nord, la 7 nord, la 7 sud, il y a plusieurs zones. Donc, c'est important de bien connaître la zone dans laquelle on chasse. Une fois qu'on a ça, on peut aller sur le site du ministère ou bien simplement Google « Chasse orignale 2023, zone 27 ». Alors là, en roulant un peu sur l'écran, on va tomber exactement à connaître nos règlements. Est-ce qu'on a le droit de chasser le mâle seulement, la femelle, le veau, de quelle date à quelle date, et aussi, puis-je le faire à l'arc, à l'arbalète ou à la carabine. Puis des fois, durant une chasse donnée, exemple, là, pendant 2 semaines, on le chasse seulement à l'arbalète, la femelle. Je veux dire, à l'arbalète, mais on peut avoir mâle, femelle et veau. Après cette date-là, ça devient carabine, mais là, tu n'as plus le droit à femelle. Ouais. Mais ça, c'est tout bien écrit. Google, écoute,
On ne peut pas tout retenir. Google, puis c'est très bien. De plus en plus, là, je lève mon chapeau au ministère, c'est très clair. Puis il y a toujours les agents de la faune aussi. Moi, je les appelle souvent si j'ai une interrogation. Il ne faut pas les voir juste comme la police qui cherche la personne qui est de travers. Ils sont là pour nous informer, puis c'est des passionnés. Ils ont étudié là-dedans. C'est pas pour rien. Ils aiment ça. Ils peuvent même nous donner des trucs. Donc, bien connaître sa zone et les moments où est-ce qu'on peut aller chasser. Donc là, Samuel, on a notre dossard, on est préparé, on sait où on peut aller chasser et quoi on peut aller chasser. Oui. La prochaine étape, je pense, c'est juste assurer qu'on a les connaissances nécessaires pour que la chasse se passe bien, donc être à jour avec les formations et toutes ces choses-là. Oui, c'est ça. Avec l'évolution des médias sociaux, entre autres, il y a beaucoup de gens qui donnent des trucs sur les médias sociaux, qui offrent même des journées de formation. Moi, j'en suis à l'occasion. Il y en a une avec Michel Terrien qui vient à chaque année dans le comté. C'est une personne sur qui on peut se fier, qui va nous donner des trucs, la compréhension de l'animal, la compréhension de notre environnement de chasse. Je veux dire, on va-tu avoir des feuillus, des conifères, des hauteurs, des zones de transition? Bien ça, il va bien nous expliquer ça. Il faut aller chercher de l'information, puis ça nous enrichit. Puis aussi, on va en apprendre sur la bête. C'est pas compliqué. Où est-ce qu'on tire? Est-ce que c'est mieux de viser telle ou telle partie? Ouais. Je te donne un exemple. Si je suis à la chasse à l'orignal ou au chevreuil, le point vital là, qui va assurer un succès de chasse puis que notre bête ne souffrira pas, n'est pas tout à fait au même endroit que la chasse à l'ours. Donc, il faut savoir ces choses-là, se tenir au courant, poser des questions pour être bien prêt à savoir, OK, j'ai tout optimal, je suis prêt, la bête est là, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est ça, c'est de la préparation, ça. Puis, en fait, ça fait partie du plaisir tout au long de l'année, quand on pense à notre récolte, à notre succès, de mettre ça dans nos priorités, là. Bien connaître la bête, ses manières d'agir et le point vital, là, évidemment. Et bon, là, on est enfin au moment de la chasse. On est dans notre tree stand, la watch ou un endroit comme ça. Notre vêtement, il faut pas qu'il sente le savon. Il faut pas que ça sente la lavande. Là. Il faut quand même se camoufler là, pour les odeurs. Oui, bien idéalement, oui. Bien, en fait, je dis idéalement parce que je juge personne. Des fois, on peut être très chanceux. Mais moi, je dis, donnons-nous le plus de chance possible. Là. Fait que, je sais pas si tu as déjà vu ça. Là, lors d'un mariage, il y a des gens qui vont mettre un chapelet sur la corde à linge puis que le mariage, la veille, pour que ça se passe bien. Ouais. Dans le temps de la chasse, on va avoir beaucoup de vêtements de chasse sur les cordes à linge. Donc, mais c'est pas pour ça, c'est pour les faire sécher. On peut utiliser un shampoing ou un savon inodore qui va nous aider à enlever les odeurs. Puis après ça, on peut l'étendre une journée ou deux dehors, sauf s'il mouille, là, pour mettre le moins d'odeurs possible humaines. Puis ça, c'est nos vêtements. Mais une fois, lorsqu'on arrive dans le bois, j'ai amené de quoi? Oui. Il y a plusieurs marques là-dedans. Regarde ça. C'est un produit, là. Je ne sais pas si on peut le voir. Peut-être le montrer à la caméra de Samuel. Mais tu sais, en fait, la marque, c'est tous des bons produits. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est un push-push, tu sais, clairement. On peut s'asperger partout nos vêtements et surtout en dessous des pieds. En dessous des pieds, lorsqu'on a tout notre linge de chasse, pour encore là diminuer les chances qu'ils sentent notre présence. Parce que ça a le nez fin, là. Un orignal, là, ça a le nez, ça de long, là. Donc, ça sent beaucoup. Il faut se donner des chances de même. Alors, cacher nos odeurs. Cacher nos odeurs, c'est très important. Super. Samuel, on a ici une caméra en 2023. Est-ce que tu recommandes l'usage des caméras? C'est quoi ça exactement? Oui. Je recommande l'usage des caméras. Ça nous aide beaucoup à se préparer. Ça nous aide à voir qu'est-ce qui passe sur notre territoire. Il y a des gens qui vont faire des préparations de salines. Là. On met des sels minéraux, on va mettre des pommes, etc. Je vais te donner un bon exemple. On va faire un site d'appâtage, on n'a pas de caméra, puis on y va. Hey, c'est pisté, il n'y a plus de nourriture, ça va bien ici. Mais là, si tu as une caméra, tu peux voir, exemple, coudonc, il y a plein de ratons laveurs, puis il y a un ours à travers le chevreuil qui est ciblé. Donc, tu peux voir ça, premièrement. Ouais. Aussi, tu peux voir les heures et les fréquences auxquelles, les routines que les animaux vont faire là, autour de ton site. Fait que c'est très, très bon. Puis là, on est en 2023, comme tu as bien dit. Ce qui est vraiment cool, c'est que de plus en plus, ça va vers les caméras cellulaires. Donc, on est pratiquement en temps réel. Cette caméra-là est installée dans le bois. Et puis, elle est reliée à mon téléphone cellulaire ou à mon ordinateur. Et presque en temps réel. Il y a un petit délai à cause des réglementations, puis c'est correct. Mais ça va tout de suite apparaître sur mon téléphone cellulaire. Oh!
telle heure, il y a un chevreuil. Moi, ça m'arrive souvent le soir, là, le téléphone sonne, mais il sonne pas. Je reçois des photos, puis là, je regarde ça. Oh, OK, il y a un boc qui est là, il y a une femelle, il y a 2 veaux. Donc, ça nous éduque beaucoup sur les habitudes de nos animaux. C'est très bon. Cellulaire de plus en plus. Là-dessus, j'ai un petit bémol. Pas un bémol, mais il faut le savoir. Admettons que tu décides, toi, que tu commences à chasser dans tel territoire, puis tu ne sais pas vraiment, puis tu dis « Ah, Samuel me dit, prends-toi une caméra cellulaire, ça prend ça. » Puis tu n'as pas de signal où ce que tu es. Ouais. Ça prend le signal tout comme un cellulaire. Okay. Alors, à ce moment-là, on va rester avec la bonne vieille méthode de caméra quand même, mais c'est une carte SD qu'on laisse en place. Et puis, on n'a pas de signal lorsqu'ils viennent, mais par contre, lorsqu'on se présente au site, on peut ouvrir la caméra, là, puis quelque part ici, là, il y a une carte SD à l'intérieur. Là, on peut extraire les photos et puis voir ce qu'on a. Mais moi, c'est la beauté du cellulaire lorsque le signal est disponible que j'adore. Ouais. Donc, voilà, pour les caméras. Puis ça évolue de plus en plus. Le son, l'image, la précision, c'est vraiment un bon outil que j'adore. J'en ai pas mal. Samuel, on arrive à la fin de notre entrevue. Je veux rappeler à nos auditeurs que tu as une émission sur la chasse et la pêche dans la peau. Il y a déjà eu plusieurs saisons qui ont passé à CJSR. Ouais. Ça continue toujours, ton émission? Ah oui, ça continue. On a très motivé. J'allais dire le vent dans les voiles. Oui, on a toujours eu ça, mais on est très, très motivé parce que là, on va toucher à des nouveaux sujets, justement, l'ours, l'orignal, le chevreuil. On fait des sorties, des rencontres avec des gens vraiment intéressants, des fois surprenants, des gens qu'on rencontre, qu'on les connaît pour être célèbres dans une telle spécialité. On s'en va carrément ailleurs avec eux, encore dans le niveau de la chasse et pêche, puis on va en apprendre un peu plus sur eux. Donc oui, il y a des belles choses qui s'en viennent. Samuel, je te remercie d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci. Parlons maintenant des affaires policières. L'ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec les contrôleurs de la SAAQ, va effectuer une augmentation de ses interventions en activité de sensibilisation en ce qui concerne les distractions au volant du 6 au 12 octobre prochain, ce qui veut dire qu'il va y avoir un nombre accru d'opérations policières sur l'ensemble des routes du Québec. Le tout est pour conscientiser les conducteurs face aux dangers liés à la distraction au volant et d'intervenir auprès des conducteurs distraits. La distraction, c'est l'utilisation d'un appareil électronique, le port d'écouteurs, l'utilisation d'un objet et la présence d'un animal qui peut obturer la vision. Également, j'en passe. Poursuivons avec la Sûreté du Québec. Les policiers de la MRC de Portneuf ont capté un homme de 21 ans alors qu'il circulait à, attention, 233 km/h sur l'autoroute 40 en direction ouest, près du kilomètre 261. Dans le secteur de Portneuf, un constat d'infraction a été assorti d'une peine d'attention de 2400 $ et 30 points d'inaptitude qui a été remis au conducteur. Le résident de Saint-Raymond a également échoué les kilomètres avec un taux dans le sang plus de 2 fois supérieur à la limite permise par la loi, malgré le fait qu'il était soumis à la règle du zéro alcool. Il a ainsi été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool, puis libéré par citation à comparaître. Son véhicule a été saisi pour une période de 30 jours et permis suspendu pour 90 jours. Poursuivons dans les nouvelles. La Société d'histoire du Cap-Santé va présenter le 14 octobre prochain un événement bien particulier mettant en lumière la chanson traditionnelle française. Selon le président de la Société d'histoire, Michel Bertrand, il s'agit d'une conférence chantée réalisée par M. Robert Boutillier, spécialiste de la chanson française traditionnelle. Maintenant, CJSR veut encore une fois vous inviter pour également l'improvisation. Il va y en avoir au cinéma Alouette à tous les lundis et ce lundi, lors de l'Action de grâce, c'est encore le cas. Vous pouvez donc venir voir les matchs qui mettent en valeur les joueurs des équipes vertes, jaunes et mauves. Le tout, c'est gratuit et comme je le disais, c'est au cinéma Alouette à partir de 19h.
Pour terminer votre bulletin d'information, on vous invite au bingo CJSR qui poursuit sa lancée ce dimanche à 18h sur nos ondes. Les cartes sont disponibles chez nos dépositaires habituels. Pour en nommer que quelques-uns, il y a le dépanneur Yves à Pont-Rouge, la station-service Ultramar à Saint-Marc et l'alimentation du Plein à Saint-Raymond. L'animateur sera M. Philippe Gasse. C'est donc ce qui complète le bulletin d'information en ce 5 octobre 2023. Merci à l'équipe, soit Luc Robitaille, Tony Vizina, Carole Gagné, Philippe Papillon et Suzy Bertrand. On se laisse avec des images qui ont été prises lors de la fête de l'automne à Saint-Raymond la fin de semaine passée.